On va commencer. Tout d'abord, je voulais vous remercier de votre présence, saluer et vous dire que apparemment il y a un changement de programme dans la mesure où il était question ce soir de Pierre Manant. Je crois qu'on devait présenter Naissance de la politique moderne. C'est bien ça, Gérard? Allez-y, dites ce que vous avez à dire. Et bon, Gérard, tout à l'heure, m'a dit que bon, peut-être qu'on continuera cette thématique au fur et à mesure de nos... Toute l'année, voilà. Mais je voulais en aparté dire que j'ai eu l'occasion cet après-midi de visionner quelques entretiens de Pierre Manant, ce célèbre philosophe né à Toulouse en 1949. Et j'ai été très surpris et agréablement surpris par... déjà, c'est un personnage très doux, d'une grande gentillesse, d'une grande bienveillance et d'une énorme culture, d'un bagage culturel très important. C'est un philosophe qui a rencontré Aron. Hein, et cet entretien qu'il donne pendant une cinquantaine de minutes, il fait effectivement une illustration de ce que c'est que la politique moderne en associant à la politique des philosophes platoniciens et Aristote. Mais je crois que c'est quelqu'un qui mérite effectivement qu'on travaille ses textes parce que c'est un homme qui possède une grande formation et nous permettra de comprendre toute cette complexité de ce qui se passe actuellement dans notre modernité. Donc je ne sais pas si Gérard va évoquer un petit peu ce personnage. Pour vous faire plaisir, je vais l'évoquer. Merci Gérard. Mais la prochaine fois, peut-être que je le présenterai d'une façon un peu plus approfondie. Donc Gérard, je vous passe la parole et je vous remercie pour ce que vous allez vous présenter aujourd'hui. Avant de prendre la parole, d'abord je voudrais accueillir et souhaiter combien nous sommes heureux d'accueillir des nouvelles personnes. Madame Lemoine et Monsieur Jacques Nassif, un ami de longue date, et qui va prendre la parole qui va nous présenter ses travaux, les derniers travaux au mois de janvier. Jacques Nassif, qui était de l'école freudienne, nous avons blanchi sous ce harnais à l'époque, et qui anime actuellement un groupe qui s'appelle les Cartels constituants de l'analyse freudienne, et qui ont eu la gentillesse récemment de m'inviter. Et c'est là que nous avons renoué une relation. Et dans cette association, j'ai découvert des talents comme celle de la présidente, Madame Sihem Keller, dont le nom ne l'indique pas, mais elle est tunisienne comme moi. Vous savez que nous avons des relations particulières et assez riches avec la Tunisie. Donc probablement, en principe, elle devrait venir nous parler bientôt, au mois de mars. Donc avant que je développe mon propre propos, je vais donner la parole à notre amie Florence Griffon, qui m'a fait le plaisir de débusquer dans un des séminaires de Lacan. Vous savez que parmi les travaux, le dynamitage que j'ai essayé de faire dans le canon psychanalytique, il y a d'une part la question du miroir, n'est-ce pas? On a grandi à l'école maternelle lacanienne avec le stade du miroir dans lequel on jubile. Et j'avais dit qu'on ne jubile pas tant que ça, à mon avis, que si on jubile, il y a aussi un autre aspect, c'est la question de l'émergence de cette figure du double, qui va être extrêmement importante, qui n'est pas très développée en psychanalyse, que j'essaie moi de développer. Et Madame Périfan, qui a un flair à soulever dans les séminaires de Lacan, celui sur le transfert des passages sur la question. Et donc elle va nous les présenter en parlant lentement.
Bien. Donc votre réflexion, Gérard Haddad, portée par vos différents livres et travaux avec l'IGH, vous a amené à développer le complexe de Caïn comme autre complexe qui articule les rapports de l'homme à ses semblables, alors que le complexe d'Oedipe articule les rapports de l'humain à la loi, pour dire les choses schématiquement. Inspiré par le premier meurtre de l'humanité, le complexe de Caïn essaye d'aborder les différentes facettes de la haine fratricide, celle qui pousse à voir en l'autre celui qui doit disparaître, et d'en repérer les incarnations dans le quotidien, et notamment dans la politique. À la base de cette réflexion, le stade du miroir est un élément essentiel, tant dans la constitution du petit autre, du semblable, que dans l'émergence du double. Nous avons abordé au cours des dernières années cette question de l'angoisse suscitée par le surgissement du double dans le réel, à partir notamment du livre de Otto Rank sur le double, précieuse recension de ce thème dans la littérature et la psychanalyse. Un autre axe de réflexion s'est articulé autour de la théorie du bouc émissaire et de la crise sacrificielle développée par René Girard et dont je reprends ici les principaux axes. Lorsque dans une société, les institutions sont défaillantes et ne font plus leur office de séparation des choses, de distinction des états, la violence mimétique apparaît, violence engendrée par le même et la réciprocité immédiate, née de l'indifférenciation. Pour sortir de cette violence, un bouc émissaire est désigné, personne qui à la fois ressemble et ne ressemble pas au groupe indifférencié. Et c'est sur ce bouc émissaire que va converger la violence en une crise sacrificielle servant d'exutoire à la violence, à l'indifférenciation et visant à restaurer une paix relative jusqu'à la nouvelle crise. Si Lacan voit dans le stade du miroir l'assomption jubilatoire du sujet dont vous parliez tout à l'heure, il considère également ce stade de développement comme racine de l'agressivité. Dans le séminaire 8, intitulé « Le transfert », je cite page 414, « C'est ma vieille thématique du stade du miroir, où je vois une référence exemplaire, hautement significative. Elle nous permet de présentifier les points clés ou les points carrefours et de concevoir le renouvellement de cette possibilité toujours ouverte au sujet d'un auto-brisement, d'un auto-déchirement, d'une auto-morsure devant ce qui est à la fois lui et un autre. Il y a une certaine dimension de conflit qui n'a pas d'autre solution qu'un ou bien. Il lui faut ou tolérer l'autre comme une image insupportable qui le ravit à lui-même, ou le briser tout de suite, renverser, annuler la position d'en face, afin de conserver ce qui est à ce moment centre et pulsion de son être, évoqué par l'image de l'autre, qu'elle soit spéculaire ou incarnée. Le lien de l'image avec l'agressivité est ici tout à fait articulable. » Fin de citation. Cet autre, qui est à la fois moi et un autre, il ne semble pas y avoir d'autre issue que ce duel, soit lui, soit moi, mais dans ce conflit, l'un de nous doit disparaître. Or, cette disparition n'est pas sans susciter une certaine angoisse liée à cette place qu'occupe l'image de l'autre. Lacan, un peu plus loin, page 426, déclare. Celle-là, elle est un peu plus longue. « Une chose nous est donnée, c'est que le signal de l'angoisse se produit quelque part, un quelque part que peut occuper I de A, le moi en tant qu'image de l'autre, le moi en tant que, foncièrement, fonction de méconnaissance. Il l'occupe, cette place, non pas en tant que cette image l'occupe, mais en tant que place, c'est-à-dire en tant qu'à l'occasion, cette image peut y être dissoute. Observez bien que je ne dis pas que c'est le défaut de l'image qui fait surgir l'angoisse. Je dis ce que j'ai dit depuis toujours, à savoir que le rapport spéculaire, le rapport originaire du sujet à l'image spéculaire, s'installe dans la réaction dite de l'agressivité. Je l'ai déjà indiqué dans mon article sur ce sujet, le stade du miroir n'est pas sans rapport avec l'angoisse. J'ai même indiqué que le chemin pour saisir comme en coupe transversale l'agressivité, c'était de s'orienter dans le sens de la relation temporelle. En effet, il n'y a pas que des relations spatiales qui se référencient à l'image spéculaire quand elle commence de s'animer et devient l'autre incarné. Il y a aussi un rapport temporel. J'ai hâte de me voir semblable à lui, faute de quoi, où vais-je être ? La dernière phrase, dans cette relation temporelle et non plus spatiale à l'image spéculaire, j'ai hâte de me voir semblable à lui, faute de quoi, où vais-je être ?
n'est pas sans faire écho à la course à tous les postes de dirigeants, qu'ils soient ceux des entreprises, des États ou des associations. Cela amène deux questions. Cette agressivité fondamentale, cette haine de l'autre qui pousse à le détruire, implique, comme dit Lacan, une automorsure, un autodéchirement, un autobrisement. En détruisant l'autre du miroir, il y a quelque chose de moi qui disparaît également, et l'on comprend bien qu'on y réfléchisse à deux fois, que ça ne soit pas si évident que ça, de supprimer l'autre. Alors, l'autre serait-il un mal nécessaire, un tourment éternel qui me garantit toutefois une certaine existence, une certaine intégrité ? Il y aurait alors danger à le faire disparaître totalement, sous peine de disparaître également. La seconde question concerne l'incarnation au quotidien de cette agressivité liée au stade du miroir, au complexe de Caïn. Dès la maternelle, elle se manifeste, avant l'Oedipe donc, mais elle ne disparaît pas pour autant à la puberté. Si Freud a parlé de la disparition ou de la dissolution du complexe d'Oedipe, il n'en constitue pas moins l'ossature psychique de nombreuses personnes. Vous allez, Gérard Haddad, aborder la question des rapports entre les hommes en politique. Ne pourrait-on pas voir dans cette sphère des relations entre semblables, une tentative d'articulation plus ou moins heureuse du complexe de Caïn ? En d'autres termes, de même que le complexe d'Oedipe ne disparaît pas totalement, mais se transforme pour organiser la structure psychique, névrotique essentiellement, l'agressivité manifestée dans les relations professionnelles, politiques ou autres rivalités ne serait-elle pas une nouvelle modalité, plus policée et organisée du complexe de Caïn ? Avant de vous laisser la parole, je cite cette phrase de Lacan tirée du séminaire 14, La logique du fantasme, donc en 66-67. Je ne dis même pas que la politique c'est l'inconscient, mais tout simplement l'inconscient c'est la politique. Ah, vous l'avez trouvé. Oui. Je veux vous dire, je continue ce que dit Lacan. Rappelez quel séminaire c'est ça ? La logique du fantasme, le séminaire 14. L'inconscient c'est la politique. Voilà. Je ne dis même pas que la politique c'est l'inconscient, mais tout simplement l'inconscient c'est la politique. Je veux dire que ce qui lie les hommes entre eux, ce qui les oppose, est précisément à motiver de ce que nous essayons pour l'instant d'articuler la logique. Et je vous passe la parole. La fin est obscure. Que c'est gentil. Voilà. Et d'abord, je voudrais vraiment vous remercier, vous donner, je dirais, de la chair à notre projet qui est du travail collectif. On se renvoie un peu la balle. Comme l'a dit Gabriel un jour dans une phrase gravée dans le marbre, notre projet dans notre association, c'est de substituer l'émulation à la rivalité. Et chaque fois qu'on voit que c'est en action, cette maxime qui nous réunit, j'en ai personnellement une grande satisfaction. Alors, j'ai déçu Paolo, puisque je n'ai pas traité... mais il va s'en remettre, je suis sûr. Comme il y a plusieurs personnes qui sont là peut-être pour la première fois, je voudrais rappeler un peu l'objet de notre groupe, qui n'est pas vraiment une institution, mais qui est une sorte de laboratoire, de projet de recherche, dont l'ambition, un peu mégalomane, si on n'est pas mégalomane, on n'est pas lacanien, tous les lacaniens sont un peu mégalos, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et c'est de proposer une réforme en profondeur du cadre traditionnel de la psychanalyse, qui était un peu pris dans une sorte de ghetto qui s'appelle l'Oedipe. Et j'ai posé comme ça, comme universel, la question du complexe de Caïn, c'est-à-dire la rivalité fraternelle, celle dont la Bible place tout à fait au début de son mythe, de son récit, et dont le complexe d'Oedipe serait qu'une modalité, ce qui fait de mon propos un propos totalement hérétique, qui a valu des expulsions de la famille freudienne depuis le début, depuis Adler, depuis Rank surtout, et depuis quelques autres. Alors, le complexe de Caïn n'est rien d'autre, au fond, d'une part, ce que Darwin avait avancé comme étant le struggle for life, le combat pour la vie, et surtout ce que le grand penseur politique Edward Hobbes avait dit, que la société, c'est la guerre de tous contre tous. La guerre de tous contre tous, c'est bien notre complexe de Caïn dans son universel.
Et comme il se rattache à des stades extrêmement, dans la structure, à des moments extrêmement archaïques, j'aime pas trop, mais disons un stade très premier, puisqu'il est lié à ce fameux stade du miroir. C'est, selon moi, le fantasme le plus grand des refoulés. C'est le refoulement le plus intense, le plus violent. Alors évidemment, si on est en salon comme ça, on dit ouais, le complexe de Caïn, c'est ouais, d'accord, pourquoi pas après tout. Mais mettez ça dans le concret, dans la réalité, et vous allez voir ce que vous allez déclencher. Vous allez déclencher des réactions d'une violence extrême. Moi, je vais vous en donner 2 exemples. Il y a quelques mois, notre chère Sophie Morgen avait fait un joli livre sur l'Ukraine. Et qui s'appelle, voici, n'est-ce pas, Terre d'outre-noir ukrainien. Je dois avouer que pendant longtemps, pour moi, les cultures ukrainiennes, russes, je ne savais même pas où ça commençait, où était par exemple, je prends des musiciens pour lesquels j'ai une énorme admiration, comme Horowitz, ou le grand violoniste, peut-être le plus grand de tous, Nathan Milstein, et tant d'autres, écrivains, romanciers, etc. C'était la littérature russe. Voilà qu'on découvre que Milstein n'était pas russe, il était ukrainien. Tout ce monde, que Horowitz, peut-être le plus grand des pianistes, enfin un des meilleurs, était aussi d'Odessa, etc. Et donc, ça nous était apparu à Sophie, que cette terrible guerre, qui n'est pas près de finir, contrairement à ce que j'avais imaginé, était une guerre fratricide. Pas difficile à admettre. Sauf que Sophie a commis une erreur. Elle a osé mettre ça dans le 4e de couverture de son livre. Et elle a envoyé ce livre à l'ambassade d'Ukraine à Paris. Ah, qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait? Tout de suite, on l'a attrapé. Comment? Mais vous ne pouvez pas dire ça. Nous ne sommes pas les frères de ces sauvages, ces barbares, etc., etc. Il a fallu, pour que le livre soit mis à la disposition de l'ambassade d'Ukraine, qu'elle change le 4e de couverture. C'est pour vous dire jusqu'où les choses vont. 2e exemple qui nous concerne personnellement. Comme vous savez, nous traversons une crise d'une gravité dont nous ne prenons pas la mesure, qui est la guerre israélo-palestinienne. Et j'ai commis moi aussi l'erreur, mais j'étais tellement pris par l'angoisse, parce que je suis à la fois juif et je suis aussi arabe. Et je suis né dans un pays que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Tunisie. Donc je suis un peu des 2 côtés. Et j'avais osé mettre une petite chose sur Facebook, Éthéocle et Polynice. J'avais comparé le conflit israélo-palestinien comme la lutte entre les 2 fils d'Oedipe. Et j'ai ajouté double fratricide, double suicide, peut-être notre situation actuelle. C'était la mythologie grecque, ça ne devait pas manger de pain. Eh bien, qu'est-ce que vous croyez? J'avais touché au point névralgique, et bang! Vous savez ce que c'est, Facebook? Machine infernale, qu'il vaut mieux ne pas trop utiliser d'ailleurs. Je comprends les gens qui ne l'utilisent pas. Et j'ai reçu un florilège d'insultes. Comment nous, les frères de ces gens-là, mais qu'est-ce qui te prend, etc. J'ai donc immédiatement retiré cette petite phrase qui me valait d'être presque un nazi, révisionniste, négationniste, barbare, parce que je pleurais aussi bien les gens qui sont tombés du côté de Gaza que les Gazaouis qui tombaient en masse peu de temps après. Donc ce complexe de Caïn, c'est pas de la théorie, c'est de la dynamite. C'est ça que nous manions. C'est de la dynamite. Et comme tout à l'heure, Florence l'a dit, vous savez que Freud il y a un essai sur la fin du complexe d'Oedipe. Il disait que le complexe d'Oedipe, la castration, vole en éclats. Pratiquement, c'est-à-dire que
cette attraction libidinale qu'on peut avoir pour sa mère ou pour son père, surtout pour sa mère, parce qu'avec les filles, ça peut rester toute la vie, c'est ce qu'il dit lui-même. Et donc, vole en éclats. Sauf que le complexe de Caïn ne vole pas en éclats. Il est permanent, il est indestructible et il nous accompagne toute notre vie. Et comment ça se gère, cette affaire? C'est la politique. La politique, c'est la gestion du complexe de Caïn. Voilà mon affirmation. Donc tout à l'heure, Florence a retrouvé la référence que je cherchais. Je lui ai demandé de retrouver, la vite retrouvée, elle est rapide. Sur Lacan a parlé que l'inconscient, c'est la politique. Sauf que lorsque Lacan nous dit ça, qu'est-ce qu'il dit au fond? Quels instruments nous a-t-il fournis pour traiter, développer cette question, pour en faire quelque chose, un champ de réflexion? L'Oedipe, le complexe d'Oedipe, moi à mon avis, que dalle. Ça ne peut, à très, très marginalement, nous apporter quelques lumières. Par contre, l'introduction, l'outil qui nous permettrait de donner à cette phrase, à la faire jouer, quoi, l'instrument qui nous permet de la travailler, je pense que l'outil caïnique me paraît tout à fait désigné. Il y a des années de ça, d'ailleurs, j'avais produit un autre outil qui permettait de situer le rapport du sujet et du collectif, du sujet et du groupe. C'était mon livre l'essai qui s'appelait « Manger le livre », où c'est ce livre fondateur qui permet de structurer le groupe. Mais enfin, ce n'est pas le sujet ce soir, je vais laisser de côté. Et j'avais trouvé un très bel enrichissement du côté de justement toujours Rank, qui disait « Qu'est-ce qu'un mythe fondateur? C'est un rêve partagé en commun. » Les mythes qui font, par exemple, le judaïsme ou l'islam ou le christianisme, alors, cette histoire est vécue, moi je l'ai vécue, je peux dire, il m'est arrivé de m'imaginer dans les plaines de Mésopotamie, sur les pas d'Abraham. Donc quelques fantasmes, c'est pas de la pure gratuité des choses. Quand on adhère à une culture, on croit vivre, revivre sous les chemins de Jésus, ou sur ce qu'on appelle, vous savez, les salafistes. Le salaf, c'est quoi? C'est l'origine. C'est de s'imaginer, d'une manière idéale et bien embellie, ce qu'était la société musulmane à Médine. Dans les premiers temps, la poignée de fidèles qui ont quitté, qui ont commis l'hégire et qui sont partis avec Mahomet dans la ville de Médine. Donc, la pensée politique, c'est à cela que nous avons mis sur la table comme programme. Et c'est un truc énorme. Donc c'est pas aujourd'hui, toute une vie ne suffirait pas. Depuis que l'humanité existe, que de solutions n'a-t-on pas proposées? Elles ont toutes échoué. Il n'y a pas une solution. À part les Suisses, je crois, personne n'a trouvé une solution pour régler ce complexe de cas. Alors, comme je suis quand même, malgré mes négations, je suis pas mal lacanien, Lacan a dit, si j'affirme l'universalité de ce complexe de cas, qui est exactement le même que donc, celui de Hobbes, tout de suite, il y a une objection qui émerge, que vous connaissez pour ceux qui ont fréquenté les textes de notre cher maître. Une objection, c'est quoi? C'est la féminité. Elles ne sont pas toutes caïniques. Elles ne sont pas toutes dans le complexe de Caïn. Donc affirmer cette universalité, ça entraîne immédiatement cette objection. Qu'est-ce qu'il en est de la femme vis-à-vis du complexe de Caïn? Alors, je dirais deux choses. Comme pour la question phallique, la femme est tout à fait inscrite dans la question phallique. Elle jouit du phallus, comme les hommes, peut-être un peu mieux même.
dans les bons cas. Mais elles ne sont pas toutes dans la question phallique. Alors, dans la précédente conférence que j'avais donnée ici même, j'avais dit qu'il y a un double aspect, à mon avis, c'est à enrichir, et j'attends que les dames se prononcent là-dessus. D'un côté, elles s'inscrivent, elles aussi, dans le masculin, dans la rivalité caïnique pure et dure, et même peut-être, quand elles s'y mettent, pire encore. Justement, j'avais beaucoup apprécié, quand j'avais été au cartel constituant, alors ce congrès où j'ai été invité, donc cette CIEM avait fait un exposé à partir d'un texte de Stefan Zweig, dont je vous recommande la lecture, qui vient de paraître. Vous savez, maintenant on sort les chansons des Beatles nouvelles, hein, alors qu'ils sont morts depuis longtemps. Enfin, ils ne sont pas morts, mais voilà, il y en a certains qui sont morts. Eh bien, Stefan Zweig, qui est mort quand même depuis 41 ou 42, je crois, eh bien, il nous a donné une nouvelle récemment, probablement un fond de tiroir qu'on a sorti, et dont je vous recommande la lecture, ça s'appelle Les Deux Sœurs. Les Deux Sœurs, c'était une petite nouvelle, elle a une vingtaine de pages, donc ça se lit en une demi-heure, en une heure, dans lequel vous voyez le déchaînement jusqu'où peut arriver la rivalité des sœurs. Et puis la clinique, nous avons dans notre clinique des exemples tonitruants, où ça va jusqu'au procès, ça va très loin, quand elles s'y mettent. Les femmes ne font pas dans la même mesure, souvent. Et donc, voilà. Mais, en même temps, il y a chez certaines, je ne dis pas toutes, n'est-ce pas? Retenons cette expression de Lacan, elles ne sont pas toutes. Quoi que vous disiez d'elles, elles vous répondront toujours, on n'est pas toutes. Je ne suis pas comme les autres, moi. Je suis particulière. Et elles ont raison. Elles sont particulières. Alors, chez certaines, n'est-ce pas, il y a une certaine tendance à la recherche du compromis, à faire lien, faire du lien. Là où les gens s'entretuent, elles essaient de faire lien. On voit d'ailleurs des mouvements aujourd'hui féministes, féminins, disons plutôt comme les guerrières de la paix. Moi, ça m'a rappelé, je me suis souvenu, c'est la fille de, comment ça s'appelle, d'une amie, le nom m'échappe, qui a fait un film il y a 2 ans, un très joli film. C'est Anna Assouline qui a créé les guerrières. Comment elle s'appelle? Anna Assouline. Voilà, Madame Assouline, qui est l'épouse de Monsieur Assouline. Oui, et c'est Anna Assouline, leur fille, qui a créé en 2022 les guerrières de la paix. Mais qui avait fait avant un film. Qui a été à l'origine des... Oui, et qui est un très joli film. Sur Arte. J'ai beaucoup aimé. On peut le voir. Donc, il y a pas toutes, mais chez certaines. À un moment donné, on dit, il y en a marre. Il y en a marre. On a autre chose à faire que se faire la guerre. Et d'où tire-t-elle cette aptitude? Et donc, la dernière fois, j'avais avancé, parce qu'on fait des avancées comme ça, puis on voit ce que ça donne. Hein. J'avais avancé l'idée que ça tient, je cherche un texte que je vous avais apporté, je vais le citer de mémoire. La première explication qui m'est venue, c'était de dire la femme connaît une autre jouissance. Il y a chez la femme une autre jouissance. Ça, c'est Lacan qui... Vous savez, Freud avait commencé par dire la femme est une énigme, c'est le continent noir, etc. Lacan a été un peu plus précis dans un séminaire qui s'appelle Encore, et puis même dans d'autres endroits. Il a soulevé l'idée qu'il y a chez la femme une autre jouissance, qui n'est pas phallique, et dont il a illustré plusieurs façons. Celle qui a fait la couverture de ce séminaire, qui est la jouissance mystique de Sainte Thérèse d'Avila, cette juive convertie là, et qui éprouvait au moment de ses extases, éprouvait une jouissance particulière. On peut être un homme et éprouver même la jouissance, hein, puisque son ami Saint Jean de la Croix, justement, encore un converti, encore un marane, qui nous a écrit là-dessus des très belles choses. Lacan aussi, dans d'autres passages, il évoque l'idée que
cette jouissance, la femme l'éprouve dans sa relation à son bébé, à son enfant. Tout cela qui, quand même, échappe en grande partie à ce sexe, ou à ce genre, comme on va appeler ça, masculin. Et donc je pense que cette double possibilité, cette autre jouissance, d'une part, mais autre est venue ces jours-ci, une autre idée que je vous soumets. Il y a chez certaines femmes, hein, n'oublions pas toutes, il y a chez certaines femmes, nombreuses, quelque chose de particulier, qu'on croit être un dérivé de l'Oedipe, mais qui ne l'est pas, qui est l'amour du frère. Certaines femmes ont un amour particulier pour leur frère. Et bon, je me souviens de quelqu'un, une fille qui me parlait de l'amour qu'elle avait pour son frère, et que son analyse dit « Ouais, mais c'est de l'Oedipe ». Eh ben non, c'est autre chose. Et nous avons une très belle illustration dans la pièce de Sophocle, Antigone. Antigone, longtemps j'ai cru que la tragédie d'Antigone, qui tient absolument à enterrer son frère, parce que c'est une loi transcendante qui dépasse les réglementations et les lois la loi de l'État, la politique au sens vulgaire du terme, eh ben non, il y a autre chose là-dedans. Il y a l'amour du frère. Et Antigone, au moment où elle va rentrer dans son tombeau, elle dit la chose suivante. Ses honneurs funèbres, elle parle à son frère, qui est mort, messieurs, ils sont les deux morts, et Théocle et Polynice, juifs et arabes, c'est à peu près pareil. Et voilà comment, aujourd'hui, pour avoir, Polynice, pris soin de ton cadavre, voilà comment je suis payé. Ces honneurs funèbres, pourtant, j'avais raison de te les rendre aux yeux de tous les gens de sens. Donc jusque-là, on peut penser que c'est à cause de cette loi transcendantale qui veut que quand quelqu'un est mort, on respecte les cadavres. Profaner un cadavre, c'est un signe de barbarie. Eh bien, c'est pas que ça. Et elle dit la chose suivante, si j'avais eu des enfants, si ça avait été mon enfant, eh bien tant pis. Parce que j'aurais pu en faire d'autres. Si ça avait été mon mari, eh bien tant pis. J'aurais respecté le diktat de Créon, parce que j'aurais pu prendre un autre mari. Quand même, elle est sympa, là, Antigone. Mais un frère, ça ne se remplace pas. Si j'avais eu des enfants, si c'était mon mari qui se fût trouvé là à pourrir sur le sol, je n'eusse certes pas assuré cette charge contre le gré de la cité. Quel est donc le principe, c'est Sophocle qui parle, quel est donc le principe auquel je prétends avoir obéi? Comprends-le bien, un mari mort, je pouvais en trouver un autre, et avoir de lui un enfant, si j'avais perdu mon premier époux. Mais mon père et ma mère, une fois dans la tombe, nul autre frère ne m'aurait été donné. Je pense que ce texte d'Antigone est d'une importance très grande. D'ailleurs, Lacan le commente dans le séminaire sur l'éthique. Il y a 3 chapitres sur Antigone, qui sont très beaux, je crois, et qui ont d'ailleurs, je me rappelle à l'école freudienne, ça avait beaucoup remué. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'absolu, de radical, dans certaines relations aux frères. Et peut-être, est-ce ce tropisme, est-ce cette chose étrange et particulière qui peut se traduire en termes de politique. Derrière le frère, c'est le citoyen, comme vous savez dans le texte qui nous a tellement soutenu de Freud, la lettre à Thomas Mann, n'est-ce pas, la lettre de 36, dans laquelle il dit Joseph, d'accord, mais derrière Joseph, il va y avoir tous les Européens. La haine de Napoléon, il va la porter sur
partout, les Allemands et autres, les Russes et autres, qu'il a massacrés. Et que s'il avait tué son frère Joseph, il aurait épargné à l'Europe des centaines de milliers de morts. Donc à l'inverse, il y a dans cette aptitude féminine de voir peut-être en chaque citoyen un frère. Et peut-être chez certaines femmes politiques, cette idée d'apporter un certain tropisme pour la paix sociale. Alors, on perçoit dans l'acte politique, et ce n'est pas une question de féminisme, peut-être aussi, mais ce n'est pas l'essentiel à mon avis, cette aptitude féminine fait que dans ce questionnement permanent que nous nous faisons, comment gérer notre rivalité, qui est l'essence de la politique, de temps en temps on entrevoit, et si la solution était féminine? Il y a une dame, là, médecin à Saint-Antoine, qui s'appelle Karine, elle a écrit un livre qui s'appelle « Les femmes sauveront l'hôpital ». Non, c'est pas sur ce versant-là qu'on va s'en sortir, mais c'est sur cette idée que c'est pas dans la guerre des sexes que la société va s'en sortir, mais c'est que dans l'apport spécifique, ce génie féminin qu'il faut absolument garder. Et on est tenté donc souvent dans cette tension, dans un tissu social tellement déchiré, tellement problématique, l'idée, et si peut-être les femmes pouvaient mieux gérer la cité que les hommes. Pour aujourd'hui parcourir le monde, faire un peu de géopolitique, peut-être que les séries télévisées, certaines, les bonnes en tout cas, pourraient nous aider à voyager comme ça et à comprendre certains problèmes. Je dis ça parce qu'il y a cette idée, cette série qui s'appelle Borgen, que tout le monde a vu, je crois, qui est assez remarquable. J'ai vu ça il y a pas récemment, où justement on voit comment une femme, comment elle cherche et comment elle trouve des compromis, comment elle trouve des solutions là où les autres ne l'avaient pas vu. Sauf que, quand même, le pouvoir corrompt. Il ne corrompt pas que les hommes, il corrompt aussi les femmes. Et dans la 5e saison, on voit comment elle-même est mordue par son goût du pouvoir, et puis à la fin, bon, bref. Mais je m'aperçois, cette Antigone, c'est dingue ce qu'on a écrit sur Antigone. Mais on pourrait remplir ici toute la pièce. Hein. Qui n'a pas écrit sur Antigone? Goethe a écrit sur Antigone. Kant a écrit sur Hegel a écrit sur... Et moi je pense spécialement à mon cher Leibowitz, qui a été si important dans ma vie, qui a écrit aussi un texte sur Antigone, qu'il a comparé à Job, et que j'ai eu l'honneur de traduire et de publier. Je reviens sur Antigone parce que c'est quand même un bel exemple que le désir n'est pas mimétique. Bravo, monsieur Girard, on aime beaucoup ce que vous faites, sauf là. Là, vous déconnez. Le désir n'est pas mimétique. Le désir d'Antigone d'aller mourir pour défendre son idée, qu'est-ce qu'il a de mimétique, bon Dieu de bon sang? Nous sommes seuls. Ce qui meut Antigone, c'est son désir de mort, en définitive, dit Lacan. Elle veut mourir. Comme son frère. Nous sommes toujours seuls face à notre désir. La solitude, en sachant bien de quoi nous parlons, parce que le mot désir peut être employé, l'autre fois on m'a sorti, ouais, mais regardez, la BMW, on va acheter une BMW, attendez, vous parlez de quoi là? On n'est pas du tout... Nous sommes seuls dans notre désir. Et parvenir à réaliser notre désir, ça nous coûte, du point de vue du plaisir, du confort, de tout ce que vous voulez de facile, ça nous coûte énormément. Et peu de gens sont capables d'en payer le prix. Alors, ce côté donc, nous avons vu comment en Allemagne, Madame Merkel, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a géré son pays pendant plus de 18 ans, je crois, avec plutôt de qualité, puisque
l'Allemagne quand même, l'état économique de l'Allemagne et l'état social est quand même plutôt parmi les meilleurs de l'Europe. Donc voilà quelques réflexions sur le K1 féminin, qui n'est pas, encore une fois, tout ce que nous faisons, c'est du work in progress, n'est-ce pas? De même que pour Pierre Manant, nous allons y revenir, parce qu'il a écrit un très beau livre que j'ai lu sur la question. Donc, j'avais envie de mettre sur un axe comme ça toutes les formes de solutions que l'humanité propose à ce conflit. À l'origine, je placerai la guerre. La guerre, c'est ouais, sale con, mon semblable, la guerre. Je te tue, et le problème est réglé. En oubliant la chose suivante, c'est que chaque fois que je tue mon double, je me tue moi-même. À l'infini, je mettrai le Messie. Le Messie, c'est il n'y a plus de conflit. Tout va bien, c'est fini, on a résolu tous les problèmes. Je voudrais sur cet axe placer quelques solutions, peut-être le ferons-nous à la fin de l'année, qui ont été évoquées. Après la guerre, la formule qu'on emploie souvent, c'est laquelle? La tyrannie. La tyrannie, c'est génial pour régler les problèmes de conflit. Fermez vos gueules, il y a un tyran. La démocratie, c'est la possibilité que ces conflits s'expriment d'une manière pacifique. Donc il y aurait comme ça un axe sur lequel on pourrait disposer plutôt entre la guerre initiale et la résolution finale du problème, si on peut dire. Ce sont deux illusions qui se rejoignent, qui seraient Alors, là, le livre dont on va parler, là, le livre de Manon, il cite, lui, trois grands penseurs dans la pensée politique moderne, qui sont Machiavel, Hobbes et Rousseau. Rousseau, qu'on a, dans mon passé lacanien, de près, Lacan n'aimait pas Rousseau. Pourquoi il n'aimait pas, je ne sais pas. Depuis que je m'y suis mis à le lire, je trouve que c'est quand même un sacré morceau que ce Rousseau, en tout cas pour maintenant, il lui accorde une grosse importance. Alors, autre remarque que je voulais faire, et ce sera sans doute... on pourrait distinguer des solutions locales ou partielles, comme on ferait en économie, il y a la microéconomie et l'économie générale. Au niveau local, au niveau, comment on pourrait dire ça, la gestion économique locale, nous avons inventé pas mal de dispositifs. Le plus emmerdant, c'est l'institution. Les institutions, c'est fait pour ça. Il y a un gradus, il y a des présidents, des secrétaires, des machins, l'armée par exemple, l'armée. Et je rappelle quand même que Freud, dans son psychologie de l'analyse du moi, probablement il était dans ce travail lui aussi. Probablement. Il avait distingué deux formes dans lesquelles la rivalité fraternelle est contrôlée. L'armée, l'Église. Les églises, c'est génial pour gérer ça, et l'armée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde laïque, n'est-ce pas? Et alors, nous avons depuis la vieille méthode romaine, n'est-ce pas, que nous avons remis au goût du jour, j'ai évoqué la dernière fois, ces institutions qu'on appelle le sport, les compétitions mondiales. Regardez, on invente tous les jours des nouvelles compétitions mondiales. En France, en particulier, nous avons eu le championnat du monde de football, le championnat d'Europe de football. Nous allons avoir et puis il paraît qu'on va faire un nouveau championnat de football. Nous allons avoir les Jeux Olympiques. Nous avons le championnat du monde de rugby. On ne peut pas rester tranquille. Il faut occuper cette agressivité, la canaliser. Et je pense que le sport est une des méthodes qu'on a inventées. Et comme elle marche plus ou moins bien, et donc on multiplie, on en rajoute. J'ai appris pas plus tard que cette semaine qu'on invente. Je
Je suis assez football-phile. J'aime bien le football, comme beaucoup d'autres. Je découvre qu'on va inventer encore un nouveau championnat, je ne sais pas quoi, mais international. Autre, dans la gestion locale aussi, de ce truc, je signale aussi les grandes manifestations culturelles, les festivals. Ah, les festivals, c'est génial quand même, les festivals. Les colloques. Et à tel point d'ailleurs que Baudrillard, n'est-ce pas, avait beaucoup réfléchi à cette chose dans son livre, où il décrit Beaubourg comme le supermarché de la culture. Il a créé Simulation. Donc voilà, peut-être Baudrillard, ce serait un auteur. C'est pas une critique, mais c'est d'essayer de décrire un peu ce que. Donc, une des méthodes aussi, que l'on a, une dernière chose que je veux signaler, que je jette comme ça en vrac, toute une série de structures, d'inventions, c'est ce qu'on a appelé le management. Le management, c'est une des façons de gérer notre cher complexe de Caïn. Tous les gens qui travaillent sur le management, sur les réunions n'est-ce pas? Je ne vise personne. Pourrait peut-être. Tout ceci nous montre comment, à l'échelle locale, des choses, on essaye de les gérer dans ces institutions qui sont. Je rappelle ce bel exposé qu'on a eu de Alexandre Lévy, qui devait être là, mais qui n'est pas là, probablement avec les cyclones qu'il a dû traverser lui aussi. Comment un historien de la Sorbonne a montré que le management moderne a beaucoup été inspiré. Bon, c'est contesté. De toute façon, quoi que vous disiez, on vous conteste. Je crois que c'est Chapoutot qui a écrit un livre là-dessus. Comment le nazisme a été un des grands inventeurs du management moderne. Management qui réserve la liberté à chacun, les objectifs étant, eux, fixés par l'autorité suprême. J'ai jeté en vrac comme ça un certain nombre de trucs. Voilà le programme un peu, cette gestion du complexe de Caïn qui est une gestion politique. Il n'y en a pas. Alors à l'échelle individuelle, bien sûr, il y a des gens qui ont surmonté cette rivalité fraternelle. Ils ne sont pas nombreux. Mais j'ai souvent cité un exemple, c'était celui de Mandela. Mandela, qui avait été torturé, qui avait été condamné à mort, etc. Quand il a été libéré, il avait dit cette phrase extraordinaire. Si j'étais resté dans la haine de l'autre, de mon frère blanc, je serais resté dans une prison intérieure. Donc il avait... Bon, je pense que la Bible nous donne au moins un autre exemple dans la Bible. Nous rencontrons, moi j'en vois deux. Je vois Joseph qui pardonne à ses frères, qui les emmerde un petit peu quand même, mais bon, il ne faut pas exagérer. C'était pour éponger un peu leur surmoi, peut-être du point de vue analytique, il les taquine. Et puis il y a un autre qu'on oublie dans le monde juif, c'est Joseph. C'est Isaac. Isaac qui, contrairement à ce qui se raconte dans une espèce de vulgate, aimait son frère Ismaël, à tel point que quand sa mère, qui est emmerdeuse, il faut le dire, est morte, il a été chercher son frère, il l'a ramené à la maison, et ils ont vécu ensemble pas mal de temps. Voilà, grosso modo, les réflexions que j'ai eues depuis un mois.